Pour cette dernière table de la matinée, je vous propose d'aborder un thème qui a surgi lors d'une question sur la première table ronde, qui est celui du rapport entre le numérique et l'environnement. À l'instant, Massy disait que les utilisateurs des réseaux étaient plus nomades, qu'ils étaient moins patients. J'imagine que pour certains, en tout cas, c'est aussi des citoyens un peu inquiets de la crise climatique et qui se posent des questions sur le poids du numérique et des réseaux télécoms sur l'évolution du climat et sur la crise climatique en cours. On a vu que c'était quelque chose qui avait été très prégnant au moment du lancement de la 5G l'année dernière. On a vu tout d'un coup surgir ces débats à la fois autour des effets des ondes sur la santé, etc., mais aussi sur la rationalité d'un investissement dans des réseaux qui sont consommateurs d'énergie, des équipements qui, par leur fabrication, par leur utilisation, émettent du carbone. Et il y a eu ce raccourci, peut-être un peu simpliste, on en discutera, entre le fait de dire alors on met beaucoup d'antennes, du coup on pollue beaucoup. Dans un premier temps, j'imagine qu'une partie du discours des opérateurs a quand même été de revenir sur les chiffres, et c'est quelque chose qu'en tout cas aux Échos on s'est pas mal appuyé sur cette question-là, sur un rapport du Sénat qui avait eu en 2019, qui essayait d'objectiver la question, de regarder ok, c'est sûr que le numérique représente de la consommation énergétique, représente des émissions de carbone, mais exactement combien et comment est-ce que ça évolue. Et alors la première chose, c'est qu'on voyait que c'était quelque chose de relativement encore limité. Si on regarde, les télécoms engloutissent pas représentent pas 10% des émissions de gaz à effet de serre du pays, loin de là. En 2019, on était à 2%. Et la trajectoire, par contre, était plus inquiétante, puisque le Sénat disait en 2040, on va peut-être monter à 7%. Donc on a un quasi triplement. Bonjour Cédrico. Ouais, il est un petit peu en avance. On l'accueille pas encore sur cette table. Pardon, je reprends. Donc, en fait, on est à 2% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au numérique. Et sur ces 2%, ce que montrait le rapport du Sénat, c'est qu'il y avait une très grande disproportion dans la répartition. En gros, il y avait 5% de ces 2% qui étaient liés au réseau télécom. Et ensuite, il y avait 15% qui étaient liés au data center. Et il y avait 80% qui étaient liés aux terminaux, donc les smartphones qu'on utilise, les télévisions, etc., qui, par leur fabrication et par leur utilisation, en fait, génèrent énormément d'émissions. Et il y a quelque chose à prendre en conscience, dont il faut prendre conscience, c'est que finalement, si on veut que le numérique ralentisse son poids dans les émissions de gaz à effet de serre et participe à la résolution de la crise climatique, peut-être que le principal sujet, c'est effectivement celui des smartphones, celui des terminaux. C'est la première question que j'ai peut-être envie de vous poser. Pour parler en tout cas des télécoms et de l'environnement, j'ai le plaisir d'accueillir trois personnes qui ont des rôles très différents dans cet écosystème et j'espère très complémentaires. D'abord à mes côtés, Jean-Christophe Estoute, vous êtes le président et cofondateur de Smart. Smart qui est une plateforme une entreprise de reconditionnement de smartphones en France. C'est une entreprise qui a un long historique en fait de reconditionnement du matériel informatique et du matériel télécom, qui est né en 1986, que vous avez repris avec avec d'autres associés en 2012 et que vous avez lancé en 2017 sur ce marché spécifique du reconditionnement des téléphones, de la réutilisation, avec une usine qui est à côté de Montpellier, qui est assez importante, 6000 m², si mes chiffres sont exacts. À côté de vous, Thomas Reynaud, vous êtes le directeur général d'Iliad, le groupe, la maison mère de l'opérateur Free en France, qu'on ne présente plus. Mais ce que savent peut-être un peu moins
certaines personnes en tout cas, c'est que le groupe Iliad n'est plus qu'un groupe strictement français, c'est devenu un opérateur télécom européen, présent en Italie, présent en Pologne. Aujourd'hui, vous avez plus d'abonnés mobiles en Pologne qu'en France. Vous avez quasiment un tiers de votre chiffre d'affaires qui est réalisé hors de France. Vous êtes un des plus gros opérateurs européens. Je ne sais pas si c'est numéro 6, numéro 5, je ne sais pas. Numéro 6, bientôt numéro 5. Bientôt numéro 1. Et donc, vos position, en tout cas sur ces questions-là, votre engagement, la volonté de faire du groupe Iliad, de lui faire atteindre la neutralité carbone en 2035 font que vous avez pris des engagements et vous allez pouvoir nous en parler. Et enfin, à côté de vous, j'ai le plaisir d'accueillir Minggang Zhang, qui est le directeur général adjoint de Huawei France, qu'on ne présente plus non plus, qui est un des très grands équipementiers mondiaux, qui est également un des premiers producteurs de smartphones, mais aussi d'autres équipements informatiques, et notamment des ordinateurs, etc. Peut-être juste sur cette question du coup des terminaux, je vais commencer avec Thomas, si vous voulez bien. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de difficile pour les opérateurs, d'antinomique finalement, de dire aux gens nous, on fait notre part avec les réseaux, vous n'y critiquez beaucoup, mais il faut aussi que vous soyez responsables. Arrêtez de changer de téléphone tous les 2 ans. Et en même temps, quand on est opérateur, on a envie que les gens consomment, on a envie qu'ils utilisent les réseaux au maximum de leurs possibilités. Et donc, on a tendance à leur faire des offres de réduction sur le changement de leur téléphone. Il y a depuis peu des téléphones en boutique qui sont proposés à la vente. Est-ce que c'est pas compliqué pour un opérateur de porter ce message? Sébastien, merci beaucoup pour l'invitation. Merci aux Échos pour évoquer la question de la transition environnementale et du numérique, qui est pour moi une question essentielle. Elle est essentielle parce qu'il n'y aura pas de transition environnementale sans numérique. Et du coup, nous avons une responsabilité, le secteur du numérique, les opérateurs télécoms plus particulièrement, d'être exemplaires sur cette question de la transition environnementale. Il y a beaucoup de débats sur ces sujets-là, et je pense qu'il est essentiel d'avoir en tête les ordres de grandeur. Vous l'avez mentionné, en France, le numérique, c'est environ 2% des émissions de CO2. Dans le monde, c'est 4%. Et pourtant, en France, c'est simplement 2%, alors que nous sommes un des pays les plus connectés au monde. Pourquoi? Et ça, c'est le premier levier. C'est parce qu'on a la chance, en France, d'avoir une énergie décarbonée. Peu importe qu'elle soit verte, rose, rouge ou noire, elle doit être décarbonée. Vous l'avez mentionné, on est présent en Pologne et en Italie, qui sont 2 pays avec un mix énergétique très carboné, notamment la Pologne, qui repose en grande partie sur le charbon. Un abonné polonais émet 15 fois plus d'émissions de CO2 qu'un abonné français, essentiellement en raison de choix énergétiques qui ont été faits dans les années 50 et dans les années 60. Après, deuxième ordre de grandeur, et vous avez entièrement raison, 70%, c'est notre estimation, c'est entre 70 et 80%, il y a plusieurs études, de l'impact du numérique sur l'environnement, ce sont les terminaux. Et je vais vous donner là aussi un ordre de grandeur. Un abonné Free Mobile, c'est 3 kg de CO2 par an. Un iPhone 13, c'est 80 kg de CO2 par an. Vous voyez l'ordre de grandeur. Alors après, si vous utilisez votre iPhone 13 2 ans, 3 ans ou 4 ans, l'équation environnementale est radicalement différente. Nous, on a toujours considéré que le modèle du subventionnement, au-delà des enjeux de transparence vis-à-vis de l'abonné, est une forme de non-sens et de non-sens environnemental. Parce qu'il donne le sentiment à l'abonné qu'un terminal ne coûte rien, mais l'abonné est dans une logique d'engagement avec la volonté de l'opérateur télécom, au bout des 2 ans, de fournir un nouveau smartphone à l'abonné pour le réengager sur une période de 2 ans. Nous, on a pas mal tâtonné sur cette question des terminaux. Le cœur de notre métier, c'est de fournir de la connectivité. Bien évidemment, c'est essentiel de pouvoir aussi mettre à disposition des terminaux Samsung, Huawei, Apple vis-à-vis de nos abonnés dans la démarche commerciale, mais on le fait de manière transparente en mettant le terminal à disposition de nos abonnés à prix quasi coûtant, avec FreeFlex. Et une fois que vous avez remboursé votre terminal, une fois que vous êtes allé à l'issue de la période de remboursement, on ne vous sollicite pas pour prendre et pour entrer dans une nouvelle période d'engagement. Et ça, c'est une différence majeure et c'est essentiel.
une des réponses qui a été apportée par le marché, à la fois à cette problématique environnementale et puis j'imagine aussi à une problématique économique de voir que les smartphones coûtaient de plus en plus cher, c'est l'essor du reconditionné. J'imagine que c'est cette réflexion qui vous a mené à vous lancer sur ce créneau en 2017. Aujourd'hui, comment est-ce que se porte ce marché? Est-ce que c'est une réponse à ce dont on parle? Oui, complètement. Donc effectivement, aujourd'hui, le marché du smartphone reconditionné, c'est sur 2020 2,6 millions d'unités de terminaux reconditionnés redistribués en France, à peu près 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Oui, c'est un marché qui est en croissance entre 2019 et 2020 de 18%. Et on attend les chiffres pour 2021, mais on est sur les mêmes tendances aujourd'hui. Donc oui, un marché qui se porte bien. Est-ce que vous sauriez nous dire sur donc ces 2,5 millions de téléphones reconditionnés qui sont vendus chaque année, comment ça se compare avec les téléphones neufs? Alors ça se compare effectivement avec une approche, alors tout dépend où le smartphone est reconditionné, c'est là où il y a quand même un impact carbone qui est assez important. Il faut quand même savoir que le marché est aujourd'hui mené en grande partie par des courtiers internationaux et donc on a un peu de mal à avoir la traçabilité de l'usine de reconditionnement qui fait ces actions-là, donc beaucoup de transport encore aujourd'hui sur le reconditionnement, mais aujourd'hui voilà, on a quelques référentiels aujourd'hui. C'est pour fabriquer un smartphone neuf, c'est à peu près 60 kg de CO2. Là on est à 80 kg sur les iPhone 13. Moi j'ai en référence un iPhone 10, un smartphone reconditionné en économie circulaire tel qu'on le fait aujourd'hui, c'est-à-dire sur le territoire français, un produit collecté sur le territoire français, reconditionné en France, redistribué en France, on est à peu près dans les 8 kg de CO2. Et quand vous récupérez donc des vieux téléphones pour les remettre dans le circuit, quel est entre guillemets le taux de déchet? Parce qu'il y a des appareils qui sont pas viables et qu'il faut ensuite envoyer sur des filières de recyclage. Donc, oui. J'imagine que c'est pas vous qui vous en chargez, mais en gros, c'est quoi le taux? Oui, alors on se charge d'une partie quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre rôle en tant qu'industriel, c'est de collecter des produits. Chaque produit qui va rentrer dans le processus industriel va être trié. Il y a donc une entrée, 3 sorties, donc un processus vers le réemploi, le reconditionnement, et on essaie d'avoir le taux de réemploi, de reconditionnement le plus élevé possible. Donc on a nos 35 ans d'expérience dans la maintenance des télécoms qui nous permet d'avoir des taux de réemploi qui sont assez importants. On ne peut pas faire de réemploi, on va essayer de faire de la réutilisation de pièces détachées, donc de smartphones, pour pouvoir éviter de consommer de la pièce neuve au maximum, donc pour reconditionner certains produits. Beaucoup de pièces sont encore utilisables dans les smartphones lorsqu'on les récupère. Et la troisième sortie, c'est le recyclage. Et là, notre rôle à nous est effectivement de mettre en place donc, les filières de recyclage avec les éco-organismes aujourd'hui et des recycleurs sur le territoire national capables de revaloriser la matière. Et aujourd'hui, ça, on le fait principalement en France. Donc l'enjeu, c'est ça, réemploi, réutilisation, recyclage. Est-ce que, du point de vue d'un très grand constructeur mondial comme peut l'être Huawei, il y a justement des initiatives et des choses qui sont mises en place pour faciliter, alors si ce n'est le reconditionnement, mais ensuite en fin de vie, le recyclage de vos produits? Est-ce qu'un jour on peut espérer finalement une industrie du smartphone qui soit de la fabrication complètement circulaire, où je rapporte mon téléphone, vous le désossez et vous en refabriquez un? Effectivement, vous avez posé une question extrêmement importante. En ce qui concerne en fait Huawei, puisqu'on parle de smartphone, donc je vais continuer dans ce sens-là. On a commencé en fait à faire des recyclages des smartphones. Jusqu'à 2020, on l'a récupéré, reconditionné et revendu 500 000 téléphones. Bon, ces chiffres-là, c'est qu'un début, effectivement, c'est pas très impressionnant, mais bon, voilà. Donc ça, c'est la sensibilité est là. Deuxième chose que je voulais en fait illustrer ici, comme on l'a mis en place en fait différents cycles en fait de management dans ces sens-là. Le résultat aujourd'hui sur un modèle qui est sorti il y a pas très longtemps, le P40, et on a fait en fait une réduction en fait utilisation des matières, notamment le plastique, etc., de 17%. Pour un autre modèle, le Mate 40, on l'a réduit en fait de poids
là aussi, c'est important, c'est le résultat en fait de la réduction des usages des différentes matières. Maintenant, je reviens un peu plus sur le plan global. En ce qui concerne le Huawei, donc ça fait une dizaine d'années en fait qu'on a commencé à réfléchir, à travailler sur cette question de l'impact environnemental, ce qui est très important, malgré qu'on dise que finalement, en fait, les réseaux infrastructures, ça prend seulement une infime partie. Bon, c'est quand même 15-20% de cette émission CO2. Et donc, on l'a pensé, en fait, c'est à partir de premier jour d'innovation qu'on doit prendre en compte en fait ces facteurs-là. Donc on a mis en place en fait un cycle de vie de produit pour justement rendre en fait l'ensemble de l'innovation d'une façon systématique, la réduction en fait de l'utilisation des matières premières dans la conception, etc. On essaie de vraiment optimiser au maximum pour réduire en fait le nombre de modules, etc. Donc ça concerne, et puis il y a évidemment les matériaux en fait recyclage, etc. Donc ça c'est très important. C'est à partir de racines et un autre cycle de management qu'on a mis en place. Ça concerne en fait le management des fournisseurs. Donc on travaille énormément depuis des années avec les fournisseurs de Huawei, puisqu'on sait très bien que en fait la question environnementale tout seul, une telle compagnie, etc., on n'arrivera jamais à un résultat significatif. Donc on a ramené en fait nos fournisseurs à travailler ensemble. Donc une réduction par exemple, en 2020, on a un chiffre qui est très important. Par millions de yuans de chiffre d'affaires, l'émission en fait de CO2, on l'a réduit en fait quelque 33% par rapport à 2012. Donc là, en 8 ans, on a Est-ce réussi. que dans les critères de conception des produits, c'est un critère qui l'environnement, c'est quelque chose qui arrive vraiment en tête de liste ou dans les premiers. En tant que consommateur, c'est pas toujours l'impression qu'on a. Par exemple, on a l'impression que les téléphones sont de moins en moins réparables. Il y a quelques années, vous pouviez enlever la batterie et puis vous en remettiez une dedans et votre téléphone était plus réparable qu'il ne l'est aujourd'hui, sans doute pour des raisons d'efficacité du terminal, de rapidité, etc. Mais finalement, vous parliez du Mate 40 tout à l'heure, qui est un très bon téléphone. Quand on regarde les notes de réparabilité qui sont données par iFixit, c'est 4 sur 10. Donc c'est très peu, et on voit que les appareils les plus récents, certains appareils très innovants, par exemple Samsung a lancé sur le marché des appareils, et je crois Huawei aussi, avec des écrans pliables. Alors c'est très chouette. Le consommateur a une super innovation, mais ces téléphones, ils ont une note de 2 sur 10 de réparabilité. Donc on voit que la progression en fait technique et les innovations prennent le pas sur le critère environnemental dans la conception du produit. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a en tant que consommateur. Est-ce qu'elle est fausse ? Oui. Je pense que c'est la tendance aujourd'hui. En fait, je pense que la tendance va inverser. C'est-à-dire qu'en fait, il faut dire quand même, on doit travailler sur en fait ces trade-off entre innovation et la prise en compte en fait de ces optimisations sur la conception de l'appareil, et également sur l'indice en fait de la réparabilité. C'est assez récent sur les téléphones. Il faut le dire, ça fait quoi ? Ça fait 2 ans à peine qu'on commençait à parler de ça, contrairement aux produits blancs qui ont déjà commencé à 3-4 ans de cela. Donc, je crois que c'est une tendance qu'on pourrait observer dans les années à venir. C'est trade-off en fait qui sera arriver en fait à rééquilibrer en fait entre la réparation, la fiabilité et innovation. Est-ce que, Jean-Christophe Estoul, vous avez quand même une vision directement de ce phénomène-là dans vos usines ? Est-ce qu'effectivement, les appareils sont de plus en plus compliqués, quelque part de manière contre-intuitive, à remettre dans le circuit aujourd'hui ?
Oui, alors on a bien vu effectivement ces dernières années une complexité accrue donc dans la réparation. Mais nous, on est avant tout électroniciens. On démonte les produits, on change les pièces et on réassemble les téléphones. Par contre, on voit aussi que les pouvoirs publics ont fait beaucoup d'efforts. Aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec la loi AGEC ou la loi réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui vient d'être votée au mois de novembre, et où on met en avant quand même beaucoup d'actions pour inciter les constructeurs à mettre à disposition donc de la pièce détachée, des documents techniques qui nous permettent de faciliter effectivement la réparation des produits. L'indice de réparabilité, c'est effectivement donc est en place depuis le 1er janvier 2020. Permet effectivement d'afficher pour le consommateur la facilité de le réparer. Bon, nous, en tant qu'industriels, forcément, c'est aussi la même chose. Plus un produit est facile, plus on va pouvoir faire un taux de réemploi qui est élevé. Notre but à nous, c'est vraiment d'avoir un taux de réemploi le plus élevé possible. Les pouvoirs publics ont fait beaucoup d'efforts. Je pense qu'en France, on est très, très en avance. À ma connaissance, on est peut-être le pays européen qui est le plus en avance aujourd'hui sur ces sujets-là. Donc on va pouvoir très prochainement et avec l'appui des constructeurs réparer plus facilement nos smartphones. La réparabilité est importante, le rythme de renouvellement aussi est important, et peut-être en termes d'ordre de grandeur encore plus important. Moi, 2 remarques par rapport à ce qui vient d'être dit. Il se trouve qu'on est aussi constructeur d'équipements télécom, on fait nos propres Freebox, et on a été frappé parce qu'on a rendu public des engagements sur nos Freebox, notamment où on s'engage que chaque génération de Freebox dure à minima 10 ans. C'est une façon de lutter contre l'obsolescence programmée. Il se trouve qu'on a fêté l'année dernière les 10 ans de la Freebox Révolution, que la Freebox Révolution est toujours présente dans notre parc, avec au moment de la conception un souci à la fois d'intégrer des éléments recyclés et de préparer la recyclabilité. Donc c'est éviter les cols, être sur des petites vis, c'est un peu plus complexe, mais on prépare la facilité de votre job après dans la chaîne alimentaire numérique. Et c'est essentiel. Et avec aussi des mesures prises très fortes pour revoir entièrement notre chaîne logistique et basculer de l'avion. J'allais dire, Jean-Christophe Estoudre évoquait le poids du transport. Voilà, est-ce que vous allez fabriquer les Freebox à Montpellier ? Et c'est ce que l'on a fait. On a décidé de basculer à 100% de l'avion au maritime et fluvial. Ça nous a pris 4 ans. C'est une revue en profondeur de notre outil industriel, mais ça a fonctionné. Ça a eu un coût. La transition environnementale a un coût, elle ne se fera pas sans investissement. Puis la deuxième remarque, c'est aussi une question de mesurabilité de tous ces éléments-là. Moi, je suis assez frappé. Il se trouve qu'on est dans une industrie qui est assez normée, avec un petit nombre de fournisseurs sur les solutions techniques, un petit nombre de fournisseurs aussi sur les terminaux, et dans la définition du scope 3, qui est généralement là où se trouvent les plus fortes sources d'émissions de CO2. À ma connaissance, nous sommes le seul opérateur à refléter dans notre scope 3 les terminaux que nous vendons à nos abonnés. Rien que cette question-là, à travers la définition du scope 3, qui n'est pas réglementé, qui n'a pas besoin d'être réglementé, mais avoir à minima une position commune des opérateurs sur comment on calcule son scope 3 en Europe. Ming Zhang, le choix de Huawei d'implanter une usine en Europe, en Alsace, donc on a compris que c'était un choix qui n'était pas remis en question, que l'usine serait construite en 2022 et qu'elle produirait des équipements en 2023. Est-ce que ça change quelque chose dans l'empreinte environnementale de vos produits ? D'abord, l'usine n'est pas remise en cause, donc ça suit son cours. Vous savez, c'est un projet long de construire une usine quand même de 52 000 m² sur un terrain de 80 000 m². Donc évidemment, effectivement, vous avez posé la question quand même, c'est une des questions centrales en fait d'installer cette usine en Europe et en France. Et en France, on l'a choisi en fait donc à Strasbourg, au nord de Strasbourg, qui est géographiquement en fait au centre de l'Europe quelque part. Et cette usine-là, évidemment, nous permet
à faire des réductions très intéressantes des émissions gaz à effet de serre, réduction sur le bilan carbone, parce que là aujourd'hui en fait on achète en fait des composants un peu partout dans le monde et notamment en Europe. Donc ces composants là quand on a acheté, puis on les transporte en fait vers la Chine, vers l'Asie, et une fois c'est fabriqué, les produits finis qui revient en fait sur le marché européenne. Donc là, de fait d'implanter cette usine-là, donc qui fournit en fait principalement le marché européen. Donc là, du coup, on l'a réduit en fait d'un aller-retour de voyage. Et premièrement, et deuxièmement, on la dispatch en fait en Europe, au sein de l'Europe. Le fait qu'il est un peu au centre géographique en fait de l'Europe, à ce moment-là, ça facilite énormément, ça raccourcit de tout ce qui est de transport, donc l'émission. Et est-ce que vous pensez que les clients de Huawei, donc les opérateurs qui vont vous acheter ces équipements, seront attentifs, réceptifs au fait que ce sera des équipements qui seront peut-être émis moins de gaz à effet de serre durant leur cycle de production, qui seront peut-être prêts même à payer plus cher parce que le processus de production en France sera plus élevé que de payer le transport. Et peut-être que c'est une question auquel Jean-Christophe, vous pourrez aussi répondre sur la partie reconditionnement. Oui, alors le reconditionnement, la vision que nous on a aujourd'hui du reconditionnement, c'est quand même une filière qui est récente, hein. On parle du reconditionnement depuis seulement quelques années, mais bon, nous on a une conviction effectivement dans notre approche, c'est vraiment de faire ça sur le territoire. Voilà, le but pour nous, effectivement, c'est pas les produits sont déjà présents, notre matière première est déjà présente sur le territoire. Donc pourquoi refaire faire une fois de plus le tour de la planète à un smartphone d'occasion ? Parce que c'est moins cher ? Oui, c'est pas que c'est moins cher, mais qu'est-ce qu'on cherche ? Réduire l'empreinte du numérique ou que ce soit moins cher ? Donc moi je pose la question. On a aussi des approches qui permettent aussi de recréer de l'industrie, recréer de la formation technique sur le territoire. La seconde vie aujourd'hui, ça peut être une vraie industrie en France. On a une école de formation en interne pour former des personnes qui sont éloignées de l'emploi dans les métiers justement du reconditionnement, d'intervention technique pour pouvoir remettre un produit en état. Il y a un enjeu environnemental, il y a un enjeu social, il y a un enjeu économique fort avec la seconde vie aujourd'hui. Et c'est vraiment un développement économique qu'a compris le gouvernement aujourd'hui, hein. On voit toutes ces nouvelles lois qui sont en train d'être mises en place aujourd'hui. Il faut juste accélérer maintenant et pousser, et c'est dans ce cadre-là qu'on aura vraiment un impact environnemental fort. Thomas Reynaud, peut-être si demain Huawei produit des équipements en France qui auront donc émis moins de carbone dans leur processus de production, est-ce que c'est un élément que vous allez prendre en compte et est-ce que vous allez acheter des antennes Huawei ? Alors nous, dans notre politique d'achat, et c'est un de nos 10 engagements, on a le critère environnemental. Il y a 1, le critère technologique, 2, le critère économique, et 3, le critère environnemental qui est pris en compte de manière systématique. Sur la question des équipements Huawei, là on n'est plus du tout sur une question environnementale, on est sur une question géopolitique. On n'a pas été autorisé à utiliser des équipements en France. Huawei en France. Mais un des grands enjeux, si on souhaite réduire notre empreinte environnementale ou même la maintenir, c'est bien évidemment la consommation électrique, et je sais que Huawei est bon sur ces sujets-là, de la consommation électrique de nos points hauts et de nos équipements radio. Et là, on a un véritable enjeu. Un réseau en France, c'était jusqu'à il y a quelques années environ 20 000 points hauts. Un réseau en France, en 2026-2027, ça va être 30 000 points hauts. Et on va ajouter. On en revient au constat du départ, c'est-à-dire plus d'antennes égale plus de consommation énergétique égale plus de pollution. Et on va ajouter du spectre supplémentaire. Donc nécessairement, il va y avoir une consommation électrique beaucoup plus importante sur ces réseaux. On a la chance, et j'insiste sur ce point, en France, d'avoir une énergie en grande partie décarbonée. Donc c'est moins un enjeu pour nous qui sommes un opérateur télécom en France, c'est beaucoup plus un enjeu en Italie ou en Pologne. Et puis après il y a des gains de productivité, d'efficacité de nos réseaux. Depuis maintenant 4 mois, on éteint certaines bandes de fréquences la nuit de manière automatique. Si jamais entre minuit et 6 heures du matin, elles peuvent se réallumer. Si par exemple à minuit et demi il y a une sortie de concert, les fréquences ont été éteintes, l'antenne est sollicitée, les fréquences seront réallumées, mais c'est un véritable enjeu. Peut-être moins en France grâce
grâce à ces sujets d'énergie décarbonée. Et après, il y a des choix politiques à faire, hein, comme j'aime bien prendre cette comparaison, il y a du bon et du mauvais cholestérol, il y a des bonnes et des mauvaises émissions de CO2. Il y a des émissions de CO2 qu'il faut peut-être assumer, passer un réseau à 30 000 points hauts. C'est une question d'aménagement du territoire, d'inclusion de l'ensemble des populations. Et il y en a d'autres, par exemple sur le rythme de renouvellement des terminaux, peut-être un sujet moins essentiel. Du côté des fabricants, Minggang, quels efforts vous faites sur cette question-là ? Tout à fait. Je pense que c'est très important d'évoquer ces questions-là, même si en France, en fait, on a une énergie plutôt décarbonée, etc. Mais par contre, ce que je voulais quand même mettre en avant, un point qui est extrêmement important, c'est que j'ai expliqué en fait tout à l'heure, il y a des cycles d'innovation à ces questions, pour travailler sur la question de l'environnement, la protection de l'environnement. Donc sur ces questions-là, en fait, Thomas, vous avez parlé tout à l'heure, Huawei, vous êtes bon sur la consommation, etc. Donc là, c'est pas anodin parce qu'en fait, on a travaillé là, on a mis en place en fait des procédures, on a travaillé sur les 3 R, donc la réduction, réutilisation et le recyclage. Pour vous donner un exemple, sur une des parties en fait principales en fait de la 5G, qui est AAU, donc l'antenne active, l'unité antenne active. Et sur cette antenne-là, on a réussi en fait un taux de 3R à plus de 93%, 93,5%. Alors ça signifie pas quoi ? Ça signifie qu'en fait il y a une réduction de 29% de poids, en passant de 38 kg à 27 kg. Une réduction, une optimisation, une réduction en fait de nombre de modules. On est passé de 10 à 6. Donc, conséquence, c'est quoi ? Conséquence, c'est qu'il y a 15% de consommation énergétique en moins, plus ce qu'il ne faut pas oublier quand on fait le déploiement, si on a des équipements lourds, on a besoin d'amener un grue pour monter les équipements, etc. Donc tout ça, c'est une consommation et en plus, c'est une émission de CO2 qui est important. Et là, le fait de le réduire en fait à 29%, donc dans la plupart des cas, on n'a plus besoin en fait de crues pour amener les équipements. Peut-être un éclairage supplémentaire, parce que ça c'est un sujet essentiel pour nous lorsqu'on se projette à 10 ans sur nos réseaux et sur l'écosystème. Je le disais, on a la chance d'avoir cette énergie décarbonée. En revanche, il peut y avoir des conflits d'usage. Lorsque l'industrie automobile va basculer sur le tout électrique, lorsque d'autres pans entiers de l'industrie vont basculer sur l'électrique. Là, on peut se retrouver sur un conflit d'usage avec un impact très fort sur les prix de l'électricité si toute l'économie française, et c'est un souhait et c'est une bonne chose, bascule de plus en plus sur l'énergie électrique. Et on doit être vigilant. Et deuxième élément de perspective, on va fêter les 10 ans de Free Mobile dans quelques semaines. Lorsqu'on s'est lancé, un abonné consommait 1 gigaoctet. Aujourd'hui, un abonné Free Mobile, 10 ans plus tard, consomme 20 gigaoctets. Heureusement, la consommation électrique de notre réseau n'a pas été multipliée par 20. C'est une bonne chose. Il y a un processus d'efficacité énergétique permanent, des mesures fortes comme couper certaines bandes de fréquences la nuit, le travail que l'on fait avec nos équipementiers, Huawei, Nokia, Ericsson, et puis on a parfois des bonnes nouvelles, des ruptures technologiques. La fibre optique est une rupture technologique avec une consommation électrique 3 fois inférieure à celle du cuivre. La 5G est une rupture technologie à consommation de données équivalente, j'insiste bien sur ce point-là, c'est 10 fois moins de consommation électrique que la 4G. Et comme on s'attend à un rythme de croissance de la consommation de la donnée toujours aussi important sur les années à venir, c'est en ça que la 5G était essentielle pour les opérateurs télécoms. Elle est essentielle à pas faire exploser la facture, mais finalement, vous le dites bien, entre l'augmentation du nombre de points hauts et l'augmentation de la consommation par les utilisateurs, la consommation énergétique au global augmente, peut-être de moins fortement que si on était resté sur les anciennes technologies, mais elle augmente quand même. Une question que je me posais, je sais que Minggang, les Huawei travaillent sur les panneaux solaires. Est-ce qu'un réseau mobile dans certaines zones du monde, en tout cas, peut être entièrement alimenté en renouvelable. Est-ce que c'est une vision qu'on peut avoir à terme de dire ça sera des réseaux autonomes et ce qui résoudrait aussi cette question du conflit d'usage?
Ça, c'est deux questions. Donc là, je réponds d'abord à la question en fait sur les usages en fait d'énergie renouvelable. Les panneaux solaires, bon, Huawei ne fournit pas de panneaux solaires. Huawei fournit en fait un système électronique qui transforme en fait le solaire vers énergie, électricité. Donc ça, c'est le premier point qui est important. Évidemment, est-ce que les sites peuvent devenir en fait totalement autonomes? Ça dépend en fait ensoleillement. Il y a des conditions météorologiques qui rentrent en jeu. Mais en tout cas, je pense que à la vitesse en fait de l'évolution des technologies et surtout la prise de conscience aujourd'hui par les uns par les autres et ensemble, je pense qu'on va trouver certainement des nouvelles formes d'énergie qui est plus durable, qui est, je dis toujours en fait, innovation. Il ne faut pas que ce soit innovation qui oppose le développement durable. C'est le contraire. Il faut qu'on innove pour arriver à des développements durables. Ça, c'est le premier point. Et deuxième, je pense que Thomas a évoqué en fait le conflit d'usage. Je pense que c'est une forme en fait c'est un angle en fait de voir des conflits, mais aussi moi je vois plutôt en fait sous un autre angle qui est en fait aujourd'hui la 5G. Alors la capacité de la 5G par rapport à la 4G, précisément il y a des rapports entre 100 et 1000. La capacité de transmission, on est à peu près en rapport de 100, passant de quelques dizaines de mégabits à gigabits. En rapport de capacité de connexion des objets connectés, on est à rapport de 1000. On connecte 1000 objets avec la 4G sur 1 km² et on connecte à 1 million avec la 5G. Donc là, effectivement, on l'a pas consommé en fait avec la 5G. Ça ne le consomme pas 1000 fois ou 100 fois. Donc ça, c'est un point. Et en plus de ça, je pense qu'avec la 5G, le conflit que vous avez parlé, je pense que évidemment, c'est ça résolu avec l'arrivée en fait des 5G autonomes et arrivée en fait des différents usages qu'on le voit. La 5G, c'est la technologie de rupture et activatrice en fait de pas mal de usages dans les différents domaines industriels et médicaux, etc., qui nous aideront à réduire en fait l'émission. Une question que j'avais par rapport à la 5G, c'est un point qui a été évoqué précédemment, me semble-t-il, par Gilles Brégan sur une table ronde, qui est la nécessité pour les besoins industriels d'avoir des data centers de proximité pour avoir une latence très faible, ce qui veut dire qu'il va falloir mailler le territoire national de petits centres informatiques, y compris pour vous, par exemple, Iliad, dans le sud de l'Italie, à des endroits où... en termes de climatisation, ça va faire exploser la facture. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, dans l'équation environnementale de la 5G, n'est pas problématique ? Je ne pense pas. Je pense que c'est un autre sujet, qui est un sujet qui est très important, qui est la localisation des data centers. À la fois pour des questions de souveraineté numérique, mais aussi pour des questions environnementales. Il se trouve qu'il y a un des 4 GAFA, qui jusqu'il y a 2 ans avait localisé tous ces data centers en Allemagne, énergie fortement carbonée, pour le marché français. Ça n'a pas de sens. Là aussi, comme il peut y avoir des bonnes et des mauvaises émissions de CO2, ça a peut-être du sens parfois de faire des arbitrages sur ce qui peut être des émissions de CO2 importées qui ont du sens. La localisation en France de data centers à destination des citoyens et des consommateurs français fait énormément de sens, pour de multiples raisons, de continuité de notre économie, de souveraineté et d'un point de vue environnemental, parce qu'il vaut mieux avoir un data center en France qu'en Allemagne ou dans d'autres pays avec une énergie fortement carbonée. Sur la question de l'Italie, on a la chance en Italie d'avoir accès à de l'énergie renouvelable. Alors bien évidemment, c'est une énergie qui est intermittente et qui doit être nécessairement complétée. Et il y a eu énormément d'efforts qui ont été réalisés par les opérateurs de data centers, notamment par notre filiale Scaleway, pour réduire et pour améliorer l'efficacité énergétique. Historiquement, il y a encore 7 ou 8 ans, si vous aviez 1 de consommation électrique sur votre serveur, vous aviez 1 de consommation électrique sur la climatisation. On a réussi, dans un certain nombre de nos data centers,
on a un data center à Paris intramuros, dans un ancien abri anti-atomique, ou à Saint-Ouen-l'Aumône, à descendre sur une efficacité énergétique à 1,2, 1,3. Quand il vous faut 1 pour faire fonctionner votre data center, il ne vous faut plus que 0,2 ou 0,3 de climatisation. Donc là, encore, grâce aux équipementiers, grâce à la mise en commun d'un certain nombre d'initiatives, on réussit à améliorer l'efficacité énergétique de nos réseaux. Miguel, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, je pense que je suis totalement d'accord avec Thomas. Oui, il y a une évolution technologique. Sous une forme peut-être un peu différente par rapport à ce qui est l'ère de 4G. Évidemment, les data centers, ça suit, mais au lieu de ultra centraliser en fait un gros data center quelque part, il y a des data centers en fait qui est un petit peu répartis. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, je voulais rajouter, c'est que, évidemment, l'évolution technologique, nous avons travaillé aussi sur les data centers et notamment une solution, en fait, gérée avec l'intelligence artificielle sur l'ensemble des data centers, notamment en ce qui concerne, en fait, de la climatisation. Donc, avec intelligence artificielle, en fait, qui gère des usages, des pics de usage qu'ils ont appris en fait à quel moment il y a des pics de usage, etc. Après quelques temps de fonctionnement, donc le système en fait qui devient un petit peu autorégulé, qui anticipe la climatisation quand il faut, mais non pas en fait quand on a la température qui est augmentée déjà, et là on va mettre tout d'un coup en fait à fond la climatisation pour faire descendre la température. Donc de ces manières-là, en fait, on a réussi en fait à optimiser jusqu'à 15% de réduction en fait de la consommation. J'imagine que c'est un bon exemple d'une situation où l'utilisation du numérique, en l'occurrence des algorithmes de Huawei, permet d'économiser de l'énergie. Et finalement, derrière, la question à laquelle on aimerait tous avoir une réponse, c'est quel est le bilan net ? On va émettre des émissions de carbone, et c'est sans doute un choix de société, comme le disait Thomas, pour déployer des réseaux, y compris dans les zones rurales. C'est un choix qu'on fait. Maintenant, ces émissions de carbone, elles permettront aussi d'en économiser à travers l'utilisation d'algorithmes, d'intelligence artificielle, pour optimiser d'autres processus. Est-ce que ça va se balancer ? Est-ce que les économies permises par le numérique seront plus importantes que les émissions ? Moi, j'ai la conviction que oui. Les émissions de CO2 évitées font partie de l'équation, ce qui ne veut pas dire que le secteur des télécoms ou le secteur du numérique ne doit pas faire des efforts, et au contraire, a un devoir d'exemplarité, c'est ce que je disais en introduction, où on doit investir massivement. Nous, on va par exemple investir 1 milliard d'euros jusqu'en 2035 pour essayer d'atteindre cette transition, cette neutralité carbone, et une vraie neutralité qui repose avant tout sur les émissions de CO2. On ne vous parle pas de compensation où on va aller planter une forêt à Bornéo, on file un chèque à quelqu'un et on espère que finalement on va être neutre carbone. Non, une vraie réduction de nos émissions de CO2, ça c'est essentiel. Et moi je suis persuadé qu'il n'y aura pas de transition environnementale sans transition numérique. On le voit sur un certain nombre de services collectifs, ça nous permet d'arriver beaucoup plus rapidement, ne serait-ce que le fait de mesurer, d'avoir dans chaque désormais container, dans chaque voiture, des capteurs, d'atteindre l'optimum collectif beaucoup plus rapidement. Mais pour que ce discours soit audible, et pour qu'on ne se retrouve pas dans un peu ce que l'on a constaté lors du débat autour de la 5G, avec un phénomène de rejet très fort, moi qui m'a personnellement beaucoup marqué, qui va peut-être au-delà, qui d'un point de vue sociologique, la 5G incarne peut-être une forme de société numérique avec un phénomène de rejet par rapport à la notion de progrès. On a cette obligation, et c'est probablement le défi le plus important de notre génération de décideurs dans le secteur du numérique, d'atteindre la neutralité carbone le plus rapidement possible. Sinon, cette deuxième dimension, qui est l'accélération de la transition environnementale par le numérique, elle est totalement inaudible. Je vous remercie beaucoup. On a très légèrement dépassé le temps qui nous était imparti, mais je voudrais quand même prendre le temps, si jamais il y a une question dans la salle sur ces sujets parfois épidermiques, mais pas ce matin, tant mieux. Merci encore à tous les trois. Merci. Merci.